La sonnerie a brisé le silence de l'appartement exactement à 3 heures du matin. Je ne me suis pas réveillé en sursaut. Travailler comme comptable judiciaire pendant la majeure partie d'une décennie entraîne votre cerveau à traiter les informations soudaines et perturbantes avec une sorte de détachement froid. Ma fiancée, Olivia, s'est agitée à côté de moi, tirant la couette sur son épaule. Complètement paisible. Je suis sorti du lit, mes pieds nus touchant le sol froid en bois dur. Et je suis allé dans le salon pour regarder l'écran lumineux de mon téléphone. C'était un numéro inconnu, mais l'indicatif régional appartenait à ma ville natale. Un endroit que j'avais volontairement laissé dans le rétroviseur il y a une demi-décennie. J'ai appuyé sur accepter et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai simplement attendu une seconde. Il n'y avait que le bruit d'une respiration lourde et le crépitement faible d'une radio de police en arrière-plan. Puis une voix profonde et autoritaire a parlé. L'homme s'est identifié comme l'agent James du poste de police local. Il a demandé s'il parlait à Arthur et j'ai confirmé mon identité. Son ton était professionnel, mais je pouvais entendre une fine couche d'épuisement en dessous. Le genre d'épuisement qui vient du fait de gérer l'absurdité totale au milieu de la nuit. L'agent James a demandé si j'étais le propriétaire du bien situé sur Maple Drive. J'ai senti un léger changement dans les battements de mon cœur. Une prise de conscience tranquille s'installait en moi. Je lui ai demandé d'expliquer la situation avant de répondre à toute question sur mes biens. Il a soupiré, probablement agacé par ma prudence. Mais il a procédé à me raconter une histoire qui m'a presque fait rire à voix haute dans le noir. Il m'a dit que 2 individus, un homme et une femme plus âgés, avaient été appréhendés à cette adresse exacte il y a moins d'1 heure. Ils étaient entrés par effraction par la porte coulissante en verre à l'arrière. Ils n'avaient pas essayé de crocheter la serrure. Ils l'avaient complètement fracassée avec des battes de baseball. Une fois à l'intérieur, ils avaient passé environ 20 minutes à détruire méthodiquement l'intérieur de la maison. L'agent James a lu ses notes, détaillant le carnage. Ils avaient cassé la télévision à écran plat, fait des trous dans les cloisons sèches, renversé la table de la salle à manger et s'en étaient pris aux appareils électroménagers de la cuisine avec leurs battes. Ils étaient même montés à l'étage et avaient versé de l'eau de javel sur les tapis. Le dommage total estimé à la propriété s'élevait à environ 40 000 $. Je me tenais près de l'îlot de cuisine, regardant par les fenêtres du sol au plafond la ligne d'horizon de la ville. Et j'écoutais pendant que l'agent me donnait les noms des auteurs. Robert et Patricia, mon père et ma mère. L'agent James a expliqué que lorsque les voitures de patrouille étaient arrivées, répondant à une plainte pour bruit d'un voisin terrifié, mes parents n'avaient pas essayé de fuir. Au lieu de cela, ils se tenaient au milieu du salon en ruine, essoufflés, ayant l'air complètement justifiés dans leurs actions. Selon le rapport de police, ma mère avait déclaré fièrement qu'ils détruisaient la maison pour donner une leçon à leur fils. Ingrats. Ils avaient dit à la police que j'avais abandonné la famille, que j'amassais de la richesse pendant que ma sœur souffrait, et que c'était leur façon d'équilibrer les plateaux. Ils croyaient mettre en œuvre une forme tordue de justice de vigilant. Ils étaient si confiants, si complètement aveuglés par leur propre autosatisfaction qu'ils ont pratiquement tendu leur poignet pour les menottes, pensant que la loi verrait les choses de leur perspective déformée. L'agent James a fait une pause, attendant ma réaction. Il s'attendait probablement à ce que je panique, que je pleure ou que je demande comment j'allais réparer ma maison ruinée. J'ai pris une lente respiration, laissant l'information s'installer dans la partie analytique de mon cerveau. J'ai imaginé mes parents, 2 personnes dans la fin de la soixantaine, brandissant des battes de baseball dans un accès de rage, détruisant une maison qu'ils croyaient fermement m'appartenir. J'ai gardé ma voix complètement neutre. J'ai dit à l'agent James que c'était une situation terrible et que j'éprouvais une profonde pitié pour la personne qui devait nettoyer ce désordre. La ligne est devenue silencieuse un moment. Il m'a demandé ce que je voulais dire par là. Je lui ai dit le seul détail que mes parents avaient négligé dans leur aveugle fureur vengeresse. Je lui ai dit que je ne possédais pas la maison sur Maple Drive. J'ai informé l'agent que j'avais finalisé la vente de cette propriété exactement 32 jours plus tôt.
J'avais complètement liquidé l'actif, transféré les fonds et remis les clés à un très gentil, très innocent promoteur corporatif qui avait acheté la propriété comme investissement. Mes parents n'avaient pas détruit mon sanctuaire. Ils avaient cambriolé la maison d'un étranger, commis un crime grave et causé 40 000 $ de dommages à une propriété appartenant à une entité corporative dotée d'un département juridique très agressif. J'ai entendu l'agent James expirer brusquement. Un son qui était moitié incrédulité et moitié amusement. Il a marmonné quelque chose dans sa barbe sur le fait que les gens ne cessaient jamais de l'étonner. Je lui ai dit que je serais heureux de lui envoyer par courriel les documents de clôture s'il avait besoin de preuves pour son rapport, mais que je n'avais absolument aucun lien légal ou personnel avec la scène de crime, ni aucun désir de parler aux personnes actuellement assises dans sa cellule de détention. J'ai terminé l'appel et posé le téléphone face contre le comptoir en marbre. L'appartement était à nouveau complètement silencieux, mais mon esprit tournait à plein régime, traitant l'ampleur pure de ce qui venait de se produire. Je suis allé vers la cafetière. J'ai préparé le filtre et j'ai commencé à faire du café torréfié foncé. J'avais besoin de l'odeur amère familière pour m'ancrer. Je me suis appuyé contre le comptoir, les bras croisés, et me suis enfin permis de sourire. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était la courbe sombre et satisfaite des lèvres qui vient quand on voit une équation mathématique se résoudre exactement comme prévu. Chaque action a une réaction. Chaque débit a un crédit. C'est la loi fondamentale de l'univers et c'est la loi selon laquelle je vis. Mes parents avaient passé toute leur vie à opérer sous l'illusion qu'ils étaient exemptés des règles qui gouvernaient tout le monde. Ils croyaient que leurs intentions, aussi toxiques soient-elles, les protégeaient des conséquences. Maintenant, ils étaient assis dans une salle d'interrogatoire stérile face à de multiples accusations de crimes. Pour effraction, destruction de propriétés privées et vandalisme. Ils risquaient d'énormes amendes, des paiements de restitution et potentiellement une peine de prison sérieuse. Tout cela parce qu'ils pensaient avoir le droit de me punir. Olivia est sortie de la chambre en traînant les pieds, nouant sa robe de soie autour de sa taille. Elle s'est frotté les yeux et a demandé qui appelait à cette heure. J'ai versé 2 tasses de café, lui en ai tendu une et lui ai raconté toute l'histoire. Olivia est avocate en contrat. Elle passe ses journées à naviguer dans le monde rigide et impitoyable de la responsabilité et des conséquences légales. Pendant que je relatais les détails des 40 000 $ de dommages et le fait que mes parents avaient vandalisé une maison que je ne possédais plus, ses yeux se sont agrandis au-dessus du bord de sa tasse. Elle n'a pas haleté ni fait de mélodrame. Elle a simplement secoué la tête et analysé la situation d'un point de vue purement juridique. Elle a noté que parce que la propriété appartenait à une entité corporative, il n'y aurait aucune indulgence émotionnelle. Un propriétaire individuel pourrait être influencé par une histoire triste de 2 personnes âgées. Mais une corporation fonctionne comme une machine. Il déposerait des réclamations d'assurance. Et la compagnie d'assurance poursuivrait impitoyablement mes parents pour chaque centime de restitution. Il s'était piégé dans un cauchemar financier et juridique dont il n'y avait pas d'échappatoire facile. Nous nous sommes assis à l'îlot, les lumières de la ville se reflétant sur les fenêtres. Et avons parlé de la psychologie de tout cela. Olivia a demandé comment il pouvait justifier une action aussi extrême. Pour moi, c'était évident. C'était un cas classique de dissonance cognitive. Mes parents avaient passé des années à exiger que je sacrifie ma vie et mes actifs pour réparer les erreurs de ma sœur. Quand j'ai établi une limite ferme et refusé de jouer mon rôle assigné de banque familiale, leur réalité s'est fracturée. Ils ne pouvaient pas accepter qu'ils étaient hors limite parce que l'accepter signifierait admettre qu'ils étaient de mauvais parents. Alors leurs cerveaux ont réécrit le récit. Dans leur esprit, je suis devenu le méchant. Je suis devenu le fils avide et sans cœur qui devait être puni. La destruction de la maison n'était pas seulement un acte de colère. C'était un acte de préservation de soi désespéré et tordu. Ils essayaient de détruire mon succès parce que mon succès était un rappel constant et flagrant d'eux. Leurs propres échecs dans l'éducation de ma sœur. C'était pathétique, vraiment.
Mais la pitié était une émotion que j'avais retirée de mon système à leur égard il y a longtemps. Alors que le soleil commençait à se lever, projetant une lumière grise pâle sur la ville, j'ai réalisé que je ne ressentais rien d'autre qu'un sentiment écrasant de clôture. La lourde chaîne suffocante qui m'avait relié à eux pendant 33 ans avait finalement été tranchée. Non pas par ma main, mais par leur propre incompétence spectaculaire. Olivia a posé sa main sur la mienne sur le comptoir. Elle m'a demandé si j'allais bien. J'ai regardé la force tranquille dans ses yeux et lui ai dit la vérité. J'allais parfaitement bien. Je n'avais jamais été mieux. Pour vraiment comprendre pourquoi ce moment ressemblait à une victoire absolue. Pourquoi leur arrestation était le grand livre parfaitement équilibré que j'attendais. Il faut comprendre l'histoire. Il faut comprendre le moment exact où le grand livre est passé dans le rouge. Il faut remonter 5 ans plus tôt. À la nuit où ma famille a décidé que ma sécurité financière n'était rien de plus qu'un fonds d'urgence pour les délires de ma sœur. Il y a 5 ans, ma vie était un cycle implacable de tableurs, d'audits et de gratifications différées. J'avais 28 ans. Je travaillais 60 à 70 heures par semaine comme comptable judiciaire junior dans une firme de taille moyenne. Mon travail consistait à fouiller les décombres financiers d'entreprises en faillite, d'entreprises corrompues, à chercher le moment exact où l'argent avait disparu. Je traquais les comptes cachés, démêlais des schémas complexes d'appropriation illicite et ai appris très tôt que les gens mentent. Mais les chiffres jamais. À cause de ma profession, je traitais mes finances personnelles avec la même précision impitoyable. Je vivais dans un appartement exigu d'une chambre qui sentait vaguement les vieilles tuyauteries. Je conduisais une berline de 10 ans qui faisait un bruit de cliquetis à 60 000 par heure. Je sortais rarement manger. Je ne prenais pas de vacances et économisais chaque dollar supplémentaire que je gagnais. J'avais un objectif unique et inébranlable, je voulais acheter une maison comptant. Ou au moins verser un énorme acompte pour ne jamais être écrasé par le poids d'une hypothèque de 30 ans. Au moment où ce dîner fatidique du samedi est arrivé, j'avais accumulé exactement 120 000 dollars dans un compte d'épargne à haut rendement. C'était mon armure contre le monde. Ma sœur Nicole vivait à l'autre extrémité du spectre. Elle a 3 ans de plus que moi, mais émotionnellement elle est toujours restée bloquée à 15 ans. Nicole était l'enfant doré. En grandissant, elle était protégée de toute conséquence. Louée pour chaque réalisation médiocre et enseignée que le monde lui devait une vie simplement parse. Qu'elle existait. Elle a épousé un homme nommé Jason, qui était essentiellement son reflet. Jason était un gars qui avait toujours une grande idée. Mais jamais l'éthique de travail pour la soutenir. Ensemble, ils étaient un trou noir financier. Avant ce dîner, Nicole et Jason avaient déjà lancé et spectaculairement fait échouer 2 entreprises différentes. La première était une boulangerie biologique sans gluten qui a fait faillite en 8 mois parce qu'ils avaient dépensé tout leur capital en machines à espresso haut de gamme et oublié de budgéter pour le marketing de base ou la paix. La seconde était une application de promenade de chiens qui a échoué parce que ni l'un ni l'autre ne voulait vraiment promener des chiens ou gérer les entrepreneurs indépendants. Les 2 fois, mes parents sont intervenus. Ils ont vidé leur propre compte de retraite, refinancé leur maison et payé les créanciers pour empêcher leur précieuse fille de faire faillite. Je n'ai jamais dit un mot. J'ai regardé l'argent brûler. J'ai regardé mes parents vieillir sous le stress. Et j'ai gardé la bouche fermée. Je savais que dans la dynamique de ma famille, signaler la vérité était une offense pire que de commettre l'erreur. Puis est venu le dîner du samedi. C'était une tradition que je tolérais habituellement en me déconnectant et en me concentrant sur ma nourriture. L'odeur de rôti trop cuit remplissait la maison. J'étais assis à table en coupant tranquillement ma viande quand j'ai remarqué que l'énergie dans la pièce était beaucoup trop joyeuse. Nicole et Jason vibraient pratiquement sur leur siège. Ma mère, Patricia, avait un sourire maniaque éclatant plaqué sur le visage. Mon père, Robert, versait du vin avec un sens de la cérémonie qui précédait habituellement un désastre. Patricia s'est éclairci la gorge et a tapé son verre de vin avec une fourchette. Elle a annoncé que Nicole et Jason avaient une nouvelle opportunité brillante.
Elle a dit qu'ils avaient passé des mois à développer un plan d'affaires infaillible pour une firme de conseil en style de vie boutique. Selon ma mère, cette entreprise allait être celle qui les rendrait enfin millionnaires. J'ai gardé les yeux sur mon assiette. Je savais exactement où cela allait. J'avais audité suffisamment d'entreprises en faillite pour reconnaître le langage d'un navire qui coule avant même qu'il ne quitte le quai. Nicole s'est penchée en avant, les yeux grands et sincères, jouant parfaitement le rôle de l'entrepreneur visionnaire. Elle m'a regardé directement et a dit qu'ils avaient la passion, le branding et les connexions. La seule chose qui leur manquait était le capital de départ initial. Elle a dit que les banques étaient déraisonnables et exigeaient trop de garanties. Puis elle a lâché le marteau. Elle a dit de la voix la plus douce et la plus manipulatrice qu'elle pouvait produire qu'elle savait que j'économisais. Elle a dit qu'elle savait que j'avais environ 120 000 $ dans un compte qui ne faisait rien. Elle a proposé que j'investisse toutes mes économies de toute une vie dans sa firme de conseil. Elle a promis, sans aucune preuve ni étude de marché, qu'elle doublerait mon investissement en 2 ans, transformant mon argent durement gagné en 240 000 $. Elle a souri, attendant que je lui remette mon avenir. La salle à manger est devenue complètement silencieuse. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. 4 paires d'yeux étaient fixés sur moi, s'attendant à la conformité habituelle. Ils s'attendaient à ce que le jeune frère calme et fiable hoche simplement la tête. Écrive le chèque et sacrifie sa sécurité pour le confort de l'enfant doré. J'ai posé mon couteau et ma fourchette sur mon assiette. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas soupiré. J'ai simplement regardé Nicole et activé la partie de mon cerveau que j'utilisais à la firme. Je lui ai demandé le détail. Je lui ai demandé quel était son taux de consommation projeté pour les 2 premiers trimestres. Je lui ai demandé comment elle prévoyait d'acquérir des clients sans antécédents prouvés. Quels étaient ses coûts généraux concernant l'espace de bureau par rapport au travail à distance? Et comment elle comptait gérer les obligations fiscales d'une LLC dans notre État? Nicole a cligné des yeux. Le doux sourire visionnaire a disparu, remplacé par un regard de pure panique. Elle a bafouillé, regardant Jason pour de l'aide, mais Jason était occupé à fixer ses chaussures. Elle a marmonné quelque chose sur le fait que le branding était la phase la plus importante et que les comptables s'occuperaient des choses ennuyeuses plus tard. J'ai gardé un ton absolument plat. Je lui ai dit qu'un plan d'affaires sans fondation financière n'est pas un plan d'affaires. C'est une liste de souhaits. Je lui ai rappelé la boulangerie et l'application. Je lui ai dit, avec des phrases simples et déclaratives, qu'elle avait un taux d'échec de 100% en tant qu'entrepreneur. J'ai déclaré que me demander de remettre 120 000 $ de mon argent pour financer une firme de conseil dirigée par des personnes incapables de gérer un grand livre basique était le pire investissement financier dont j'avais jamais entendu parler. Je l'ai regardé droit dans les yeux et ai prononcé le mot qu'il ne s'attendait jamais à entendre. J'ai dit non. La réaction a été instantanée. Nicole a utilisé le seul outil dans lequel elle avait une quelconque compétence. Elle a déployé la technique d'Arvo. Nier, attaquer et inverser victime et offenseur. Son visage s'est effondré. Elle a éclaté en larmes théâtrales bruyantes. Elle a frappé des mains sur la table, renversant un verre d'eau. Et a commencé à crier que j'étais arrogant. Elle m'a accusé d'amasser ma richesse, de vouloir qu'elle échoue pour pouvoir me sentir supérieur. Elle s'est peinte comme la sœur ambitieuse et désespérée écrasée par son frère avide et sans cœur. Jason est immédiatement intervenu, pointant un doigt vers moi. M'appelant une personne terrible pour ne pas croire en mon propre sang. Ma mère s'est précipitée aux côtés de Nicole, enlaçant sa fille adulte. Me fusillant du regard comme si je venais de commettre un crime violent. Patricia m'a sifflé que la famille était censée soutenir la famille quoi qu'il arrive. Elle a dit que mon argent ne signifiait rien si je n'étais pas prêt à aider ma sœur à réaliser ses rêves. Je suis resté complètement immobile, regardant la performance. C'était un spectacle fascinant de dissonance cognitive. Ils me demandaient de m'immoler pour les garder au chaud. Et ils étaient sincèrement outrés que je refuse d'allumer l'allumette. Puis mon père, Robert, s'est levé.
Il a pointé vers la porte d'entrée. Son visage était rouge, les veines de son cou saillantes. Il a prononcé l'ultimatum qui définirait le reste de nos vies. Il m'a dit que dans cette famille, on prenait soin des siens. Il a dit que si je n'allais pas écrire ce chèque, si j'allais être un salaud égoïste et calculateur, alors je n'étais plus son fils. Il m'a dit de sortir de sa maison et de ne jamais revenir jusqu'à ce que je sois prêt à m'excuser. À remettre l'argent. Il s'attendait à ce que je craque. Il s'attendait à ce que la menace de perdre ma famille me terrifie pour me soumettre. Mais ils avaient fondamentalement mal compris qui j'étais. J'ai regardé les quatre. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Je n'ai pas ressenti de chagrin. J'ai ressenti une clarté profonde et soudaine. Je les ai vus non pas comme une famille mais comme un passif. Ils étaient un actif toxique qui drainerait continuellement mes ressources. Mon énergie et ma paix d'esprit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je me suis levé de la table. J'ai plongé la main dans ma poche et sorti la clé de rechange de leur maison que je gardais sur mon porte-clés depuis l'adolescence. Je l'ai laissée tomber sur la table. Elle a fait un cliquetis métallique sec qui a résonné dans la pièce silencieuse. Je n'ai pas dit un mot en réponse au cri. Je me suis retourné, j'ai marché vers la porte d'entrée et suis sorti. L'air frais du soir a frappé mon visage et je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Je suis rentré à mon petit appartement. Le lendemain matin, je suis allé chez mon fournisseur de téléphonie mobile. J'ai résilié mon contrat et suis sorti avec un nouvel appareil et un numéro de téléphone. Complètement nouveau. J'ai bloqué leur courriel. J'ai coupé tous les liens numériques et physiques que j'avais avec eux. J'ai protégé mes actifs. 1 an plus tard, j'ai utilisé ces 120 000 $ pour verser un énorme acompte sur la belle maison sur Maple Drive. J'ai tourné la page, j'ai fait progresser ma carrière. J'ai rencontré Olivia et j'ai vécu 5 années de paix absolue jusqu'à ce que le passé décide d'envoyer une facture. Pendant exactement 5 longues années sans interruption. Ma vie a été un modèle de paix et de tranquillité. J'ai versé chaque once de mon énergie dans ma carrière à la firme, gravissant les échelons pour devenir comptable judiciaire senior. Je me suis spécialisé dans le démêlage de fraude corporative, le traçage d'argent invisible à travers les frontières internationales et la mise en prison de prédateurs financiers. Ma vie personnelle était tout aussi stable. J'ai rencontré Olivia. Je suis tombé amoureux et j'ai construit une relation fondée sur le respect mutuel et la transparence absolue. Ma famille, les personnes qui partageaient mon nom de famille, n'étaient rien de plus qu'un chapitre clos. Ils étaient un compte de mise en garde sur l'enchevêtrement financier que je me rappelais occasionnellement quand j'auditais une entreprise familiale particulièrement toxique. Ils ne me manquaient pas. Je ne me demandais pas ce qu'ils faisaient. J'étais libre. Puis est venu un mardi après-midi morne au début d'octobre. J'étais assis à mon bureau en sirotant un café noir et en nettoyant le dossier spam d'une ancienne adresse courriel que j'utilisais exclusivement pour les pourriels et les anciens abonnements. En faisant défiler le désordre numérique. Une ligne d'objet spécifique a attiré mon regard et a fait geler ma main sur la souris. Elle disait « Urgence, s'il te plaît reviens à la maison. Vie ou mort ». L'expéditeur était une adresse courriel que j'ai reconnue immédiatement. Elle appartenait à ma mère. Mon premier instinct, affiné par des années d'établissement de limites fermes, était de la supprimer sans l'ouvrir. Mais la partie analytique de mon cerveau, celle qui enquête professionnellement sur les anomalies, murmurait que je devais vérifier la revendication. Le message à l'intérieur était bref, frénétique et manquait de détails spécifiques. Il indiquait simplement que ma sœur était en terrible danger, qu'ils n'avaient nulle part ailleurs où se tourner et qu'ils avaient besoin de me voir. Immédiatement. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, fixant l'écran. Si quelqu'un mourait vraiment, s'il y avait une urgence médicale authentique. J'ai pensé que je devais au moins découvrir les faits par décence humaine de base. J'ai tapé une seule phrase émotionnellement détachée en réponse. J'ai déclaré que je les rencontrerais chez eux le samedi à exactement midi. Quand le samedi est arrivé,
le ciel était couvert. J'ai conduit jusqu'au quartier suburbain que j'avais volontairement abandonné il y a une demi-décennie. En m'arrêtant dans leur allée. Mes yeux se sont immédiatement fixés sur une contradiction flagrante et ridicule avec le récit d'urgence vie ou mort que ma mère avait inventé. Garé devant, brillant parfaitement dans la lumière terne de l'après-midi, se trouvait une Mercedes-Benz toute neuve et une Porsche Macan impeccable. Ensemble, ces deux véhicules représentaient bien plus de 150 000 $ en actifs de luxe dépréciables. J'ai garé ma voiture dans la rue, pris une profonde respiration. Remonté le chemin en béton familier et frappé à la porte d'entrée. Ma mère a ouvert presque instantanément. Elle semblait plus vieille, son visage fortement ridé par le stress. Mais ses yeux se sont illuminés d'un soulagement désespéré et calculateur quand elle m'a vu debout. Là. Elle m'a rapidement fait entrer dans le salon. Toute la distribution des personnages était rassemblée, attendant que la performance commence. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable habituel, l'air sombre et autoritaire. Nicole et Jason étaient assis étroitement ensemble sur le canapé. Nicole était habillée en vêtements de sport coûteux, mais ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle était clairement préparée à jouer la carte de la victime jusqu'à la limite absolue. Je ne me suis pas assis. Je suis resté fermement près de l'entrée, gardant mes distances. Et leur est demandé d'expliquer l'urgence vie ou mort. Ma mère a immédiatement commencé à pleurer, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Elle m'a dit que la dernière firme de conseil de Nicole s'était effondrée il y a 3 mois. Elle a affirmé que Nicole avait emprunté une somme massive à des investisseurs privés pour maintenir l'entreprise à flot. Et maintenant ces investisseurs réclamaient violemment la dette. J'ai regardé directement Nicole et demandé le chiffre exact. Nicole a baissé les yeux sur ses mains et a murmuré que c'était 250 000 $. J'ai hoché lentement la tête, traitant l'absurdité pure du nombre. J'ai demandé à qui exactement elle devait $250 000 sans aucune garantie réelle. Jason est intervenu, sa voix tremblante d'une manière qui semblait entièrement répétée. Il a affirmé que c'étaient des investisseurs dangereux, hors livre. Il a fortement insinué qu'ils étaient des requins solitaires. Des hommes qui savaient où ils vivaient. Connaissaient leur routine quotidienne et avaient menacé de faire des choses violentes indicibles à Nicole s'ils n'obtenaient pas leur argent d'ici la fin du mois. J'ai regardé par la fenêtre du salon, pointant un doigt vers l'allée. J'ai suggéré d'un ton parfaitement plat que s'ils craignaient vraiment pour leur sécurité physique et faisaient face à une vengeance violente, ils devraient probablement commencer par liquider la Porsche et la Mercedes. Nicole m'a sèchement répondu, sa persona fragile de victime tombant pendant une fraction de seconde. Elle a déclaré avec colère qu'ils avaient besoin de ces voitures pour le réseautage, pour maintenir les apparences et pour sécuriser de futures affaires. Puis mon père s'est levé et a livré la chute. Il m'a regardé droit dans les yeux, utilisant le même ton dominateur qu'il avait utilisé il y a 5 ans. Et a dit qu'il savait que j'avais acheté une très belle et très chère maison en ville. Il a dit que la famille est de la famille en temps de crise désespérée. Il a exigé que je vende ma maison immédiatement. Que j'utilise l'équité pour payer la dette de 250 000 $ de Nicole et que j'utilise l'argent restant pour me louer un petit appartement. Je l'ai fixé, laissant le silence s'étirer. Je lui ai demandé de clarifier, juste pour le dossier. S'il exigeait vraiment que je me rende sans abri pour payer une dette non garantie pour une sœur qui refusait de vendre sa voiture de sport de luxe. Ma mère s'est avancée, sa voix devenant tranchante et accusatrice. Elle m'a dit que j'étais jeune, que j'avais largement le temps d'acheter une autre maison. Mais que la vie de Nicole était en jeu maintenant. Elle a dit que c'était mon devoir moral en tant que frère. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas montré une once de la colère qui bouillonnait sous ma peau. J'ai simplement regardé les 4. Secoué lentement la tête et leur ai dit qu'ils étaient complètement fous. Je me suis retourné, suis sorti par la porte d'entrée. Suis monté dans ma voiture et suis parti sans regarder en arrière. Je ne suis pas rentré en ville avec peur de ces supposés requins solitaires. Je suis parti avec un sentiment froid, intense et calculateur d'urgence. Au moment où mon père a exigé ma maison.
Au moment où ma mère a essayé de me culpabiliser pour que je vende mon actif principal. J'ai su que le harcèlement ne s'arrêterait pas à un simple refus. Ma famille opérait sur un sentiment profondément ancré d'entitlement. Quand leur entitlement est nié, il fermente en obsession. Ils savaient que je possédais un actif hautement précieux et ils ne reculeraient devant rien pour essayer de me culpabiliser, de me manipuler ou de me menacer pour que je le liquide à leur seul bénéfice. Ils se présenteraient à ma porte. Ils causeraient une scène. Ils essaieraient de détruire ma paix. J'avais besoin d'enlever complètement la cible de mon dos. J'avais besoin de faire disparaître l'actif légalement, rapidement et définitivement. Dès que je suis entré par la porte d'entrée de ma maison, j'ai pris le téléphone et appelé mon courtier immobilier. Je lui ai dit que je devais mettre la propriété en vente immédiatement. J'ai précisé que je cherchais un acheteur tout en espèces qui pouvait clôturer la transaction dans les 30 jours. Je l'ai autorisé à lister la maison à 5% en dessous de la valeur marchande actuelle pour assurer une vente rapide et incontestée. Dans le monde de l'immobilier, offrir une réduction de 5% sur une propriété premium dans un quartier hautement désirable est comme jeter du sang dans l'eau pour les investisseurs corporatifs. La stratégie a fonctionné sans faille. En 48 heures, nous avions une offre agressive tout en espèces d'une grande firme de développement corporatif, cherchant à élargir son portefeuille locatif. Nous avons signé les documents préliminaires le lendemain même. J'ai passé les 3 semaines suivantes à emballer tranquillement et méthodiquement toute ma vie dans des boîtes en carton. Olivia et moi discutions déjà de vivre ensemble après nos fiançailles. Et cette situation a simplement accéléré notre calendrier. J'ai déménagé tous mes biens personnels, mes meubles et mon installation de bureau à domicile dans son immeuble d'appartement hautement sécurisé avec accès contrôlé. La somme massive d'argent de la vente de la maison a été acheminée directement dans un nouveau compte de fiducie lourdement protégé que je gérais. Au moment où le mois s'est terminé, la maison sur Maple Drive appartenait entièrement à une corporation sans visage et ma richesse accumulée était complètement isolée et hors de portée de ma famille. J'avais construit une forteresse financière impénétrable et ils ne savaient même pas que les murs s'étaient élevés. Avec mes actifs complètement sécurisés et ma situation de vie résolue, ma curiosité professionnelle a finalement pris le dessus. L'histoire élaborée que Nicole et Jason m'avaient racontée sur des investisseurs dangereux hors livre menaçant de leur briser les jambes n'avait absolument aucun sens d'un point de vue financier. De vrais requins de prêt, ceux qui commettent réellement de la violence, ne prêtent pas 250 000 $ à des consultants en style de vie en échec sans garantie physique lourde. C'était une impossibilité mathématique et logique. Ils mentaient et j'allais le prouver. Je me suis assis à mon nouveau bureau à domicile. J'ai démarré mon logiciel spécialisé de comptabilité judiciaire et me suis mis au travail. J'ai contourné les moteurs de recherche standards et accédé à des registres commerciaux publics profonds, des bases de données fiscales d'État et des systèmes de dépôt des tribunaux civils de comté. Il m'a fallu moins de 3 heures pour complètement démanteler leur façade fabriquée. D'abord, j'ai trouvé le procès. Nicole et Jason n'étaient pas chassés par le monde criminel. Ils étaient poursuivis en justice civile par un fonds d'investissement commercial hautement légitime et hautement agressif appelé Apex Horizon Capital. Apex leur avait fourni un prêt commercial standard et l'entreprise de Nicole avait fait défaut. C'était un cas classique de rupture de contrat. Personne n'allait leur briser les rotules. La seule chose réellement en danger était leur code de crédit et leur compte bancaire. Mais en creusant plus profondément, en traçant méticuleusement les miettes numériques de leur société à responsabilité limitée, j'ai trouvé le vrai crime actionnable. J'ai sorti leurs dépôts commerciaux publics et les ai comparés aux registres de propriété et aux privilèges fiscaux d'État. Nicole et Jason n'avaient pas perdu tout l'argent des investisseurs dans de mauvaises affaires. Ils avaient systématiquement détourné des fonds du prêt Apex Horizon vers une série de comptes coquilles secondaires obscures enregistrées sous le nom de jeune fille de Jason et une entité corporative précédemment défunte. Ils détenaient activement près de 180 000 $ en argent caché.
Il faisait délibérément défaut sur le prêt Apex Horizon, prévoyant pleinement de déclarer faillite corporative pour effacer la dette tout en gardant secrètement le capital volé pour financer leur style de vie de luxe. Ils n'avaient pas besoin de l'argent de ma maison pour sauver leur vie. Ils voulaient mon argent pour payer le règlement légal imminent afin de pouvoir garder leur argent, voler et continuer à conduire leur voiture de luxe. Ils voulaient que je sois l'agneau sacrificiel pour leur fraude financière fédérale. J'ai imprimé chaque document, chaque dépôt de tribunal, chaque trace de routage bancaire et les ai compilés dans un joli classeur à 3 anneaux. Il était temps de tenir court. J'avais besoin de les confronter, mais je refusais de le faire selon leurs termes. J'ai fait envoyer par la réceptionniste d'Olivia un courriel formel et hautement professionnel à mes parents et à ma sœur, les invitant à une réunion pour discuter définitivement de la résolution financière concernant ma propriété. J'ai délibérément choisi d'organiser cette réunion au cabinet d'avocats d'Olivia. Le cabinet était situé dans un immeuble imposant de verre et d'acier au cœur du quartier financier, dégageant une aura d'autorité corporative absolue et de pouvoir juridique froid. Je les voulais sur mon terrain. Je les voulais dans un environnement où la manipulation émotionnelle, les pleurs et les cris n'avaient absolument aucun poids. Ils sont arrivés précisément à l'heure, clairement impatients de collecter ce qu'ils croyaient leur être dû. Ma mère, mon père, Nicole et Jason ont été escortés par la sécurité dans une salle de conférence élégante aux panneaux d'acajou avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Olivia était assise tranquillement dans le coin de la pièce, agissant en sa capacité officielle en tant que mon avocate, un bloc-notes jaune légal reposant sur ses genoux. J'étais assis en tête de l'immense table de conférence portant un costume gris anthracite sur mesure, avec mes mains calmement croisées sur le classeur épais fermé devant moi. Ils avaient l'air incroyablement déplacés et visiblement mal à l'aise dans l'environnement stérile et puissant, mais ils ont essayé de le cacher. Mes parents ont tenté de projeter un air de vindication vertueuse, se tenant droit et regardant autour comme s'ils possédaient l'endroit. Nicole a immédiatement commencé à renifler dès qu'elle s'est assise, se préparant préventivement à lancer sa routine bien répétée de victime. Jason avait simplement l'air nerveux, ses yeux se dirigeant vers la lourde porte en verre. Mon père s'est penché en avant, s'éclaircissant bruyamment la gorge pour commander l'attention. Il a plongé dans sa mallette et placé un document épais, professionnellement agrafé, sur la table polie. Il l'a glissé sur la surface en acajou vers moi. Il a annoncé fièrement, presque arrogamment, qu'ils avaient pris la liberté d'engager un avocat pour rédiger une procuration durable. Il a expliqué que ce document, une fois signé par moi, accorderait à mes parents l'autorité légale complète pour gérer la vente de ma maison en mon nom, leur permettant de distribuer les fonds directement aux prétendus créanciers de Nicole sans que je m'inquiète de la logistique. L'audace pure du geste était stupéfiante. Ma mère m'a souri. C'était une expression sucrée et profondément condescendante. Elle m'a dit, utilisant un ton habituellement réservé pour louer un petit enfant, qu'elle était incroyablement fière de moi pour enfin faire ce qu'il fallait, pour grandir et pour intervenir pour protéger ma famille dans l'horreur la plus sombre. Nicole a laissé échapper un grand « merci » répété, essuyant une larme inexistante de sa joue et me remerciant profusément. Elle a affirmé d'une voix tremblante que les hommes dangereux avaient appelé son téléphone à nouveau hier, qu'ils avaient menacé de brûler sa maison et qu'elle était absolument terrifiée de même sortir pour prendre le courrier. Elle a joué le rôle de la demoiselle impuissante et terrifiée à la perfection, complètement inconsciente que je connaissais déjà chaque ligne de son scénario. J'ai baissé les yeux sur le document de procuration reposant près de mes mains. Je ne l'ai pas touché. Je ne me suis même pas penché vers lui. J'ai simplement laissé le silence s'étirer dans l'immense pièce pendant un long moment profondément inconfortable. J'ai regardé la suffisance sur les visages de mes parents commencer lentement à se fissurer, remplacé par un sentiment rampant et glacial d'incertitude alors qu'ils réalisaient que je n'atteignais pas un stylo. J'ai lentement poussé leurs documents frauduleux de procuration vers le bord éloigné de la table. J'ai ouvert le classeur devant moi et les feuilleté.
J'ai regardé directement Nicole. J'ai gardé ma voix complètement dépourvue de colère, de frustration ou d'empathie. J'ai parlé avec la précision chirurgicale clinique d'un auditeur senior délivrant un rapport financier fatal. Je lui ai dit que je trouvais absolument fascinant que des mafieux dangereux briseurs de rotules opéraient actuellement sous le parapluie corporatif d'un fonds d'investissement nommé Apex Horizon Capital. J'ai regardé le sang se vider instantanément du visage de Nicole. Sa mâchoire s'est effectivement décrochée. Jason a visiblement tressailli. Ses mains agrippant le bord de la table en acajou si fort que ses jointures ont blanchi. J'ai tourné une page du classeur. J'ai lu à voix haute le numéro exact du dossier du tribunal civil de la poursuite déposée contre leur société à responsabilité limitée au tribunal d'État. J'ai levé les yeux vers mes parents qui me fixaient maintenant dans un état de silence stupéfait et paralysé. Je leur ai expliqué, avec des mots lents et délibérés, qu'il n'y avait pas de requin solitaire. Il n'y avait pas de danger physique. Il n'y avait qu'une équipe de litiges corporatifs poursuivant leur fille bien-aimée pour une rupture massive de contrat. Puis j'ai porté le coup final écrasant. Je suis passé à la section suivante du classeur et ai glissé un tableau Excel fraîchement imprimé et surligné sur la table. J'ai listé les noms des 3 comptes coquilles obscures. J'ai lu les numéros de routage exacts, les dates de transfert et les montants monétaires précis. J'ai détaillé exactement comment Nicole et Jason avaient délibérément et illégalement acheminé 180 000 $ du capital des investisseurs vers des avoirs secrets afin de simuler leur propre insolvabilité. J'ai regardé mes parents droit dans les yeux et leur ai dit la vérité absolue. J'ai déclaré que leur enfant doré n'était pas une victime craignant pour sa vie. Elle était une fraudeuse calculée tentant de commettre une fraude à la faillite fédérale et il avait l'audace non mitigée de s'asseoir dans le cabinet d'avocat de ma fiancée et de me demander de vendre ma maison pour subventionner son crime. La pièce a explosé dans le chaos. Nicole a commencé à crier. Ce n'était pas de fausses larmes cette fois. C'était une panique animale authentique acculée. Elle m'a accusé de pirater son ordinateur, de violer illégalement sa vie privée et d'essayer de la piéger. Jason a bondi de sa chaise, le visage rouge vif, pointant un doigt vers moi et criant que je ne comprenais pas comment fonctionnait l'entreprise moderne, que c'était juste une gestion stratégique des actifs. Mon père a frappé du poing sur la table, faisant trembler les tasses de café. Il n'était pas en colère contre Nicole pour lui avoir menti. Il n'était pas dégoûté par sa fraude. Il était violemment enragé contre moi pour avoir osé les enquêter, pour avoir exposé le mensonge et pour avoir refusé de me soumettre. Il a crié que j'étais une machine traîtresse, au sang-froid et calculatrice qui n'avait absolument aucune notion de loyauté familiale. Il a menacé de ruiner ma réputation professionnelle, de venir chez moi et de me forcer physiquement à respecter mes aînés. J'ai fermé le classeur avec un claquement sec. Je me suis levé calmement en boutonnant ma veste de costume. J'ai regardé mon père avec un niveau de dégoût absolu qu'il a réduit au silence pendant une fraction de seconde. Je lui ai dit qu'il avait exactement 60 secondes pour faire sortir sa fille frauduleuse, son gendre complice et sa femme complaisante de ce cabinet avant qu'Olivia ne fasse escorter de force par la sécurité de l'immeuble pour intrusion. Et en note finale, alors que je me retournais pour partir, je leur ai conseillé de ne pas se donner la peine de venir chez moi pour me donner une leçon parce que j'avais déjà vendu la maison comptant il y a 3 semaines. Je suis sorti de la salle de conférence, les laissant se noyer dans les décombres absolus de leurs propres mensonges. Ce qui nous ramène parfaitement au moment présent et à la raison sous-jacente de cet appel absurde de l'agent James à 3 heures du matin. Les suites de cette réunion dans la salle de conférence ont été le catalyseur direct de leur chute. L'ego massif et fragile de mon père ne pouvait tout simplement pas gérer l'humiliation profonde d'avoir été surpassé et congédié par le fils qu'il avait rejeté. Il ne pouvait pas accepter la réalité que j'avais complètement neutralisé son autorité et exposé son enfant doré comme une criminelle. La révélation finale que j'avais déjà vendu la maison a dû le pousser entièrement au-delà des limites de la pensée rationnelle.
Dans son esprit narcissique tordu, la seule façon de regagner un sentiment de contrôle. La seule façon d'équilibrer son grand livre interne était d'infliger une douleur physique et des dommages à la propriété sur moi. Ils étaient si aveuglés par la rage qu'ils ont fait exactement ce que j'avais prédit. Ils ont engagé un détective privé bon marché pour trouver mon adresse résidentielle actuelle. Ce qu'ils n'ont pas réalisé. Parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionnent les transactions immobilières. C'est que les registres publics de propriété de comté prennent plusieurs semaines pour se mettre à jour après une vente rapide en espèces. L'enquêteur faisant un travail paresseux leur a simplement donné l'adresse de la maison sur Maple Drive, supposant que j'y vivais encore. Et ainsi, alimenté par un entitlement toxique. Une déconnexion complète de la réalité et un besoin désespéré de vengeance. Mes parents ont saisi leur lourde batte de baseball en bois au milieu de la nuit. Ils ont conduit jusqu'à mon ancien quartier et sont allés exercer leur vengeance violente sur une maison que je ne possédais plus. Les conséquences légales et financières pour eux n'ont rien eu de moins que catastrophiques. Comme Olivia l'avait prédit avec précision cette nuit-là dans notre cuisine. L'entité d'investissement corporative qui possédait désormais la maison n'a montré absolument aucune pitié. Un propriétaire privé aurait peut-être abandonné les accusations par pitié pour deux personnes âgées, perdant la raison. Mais une corporation opère uniquement sur le profit et la responsabilité. Les experts en sinistre de l'entreprise et leur batterie d'avocats corporatifs impitoyables sont venus après mes parents avec tout ce qu'ils avaient. Pour éviter de purger une peine réelle dans une prison d'État pour de multiples accusations de crimes, y compris effraction, vandalisme grave et destruction de propriété privée. Leur avocat de la défense publique surchargé a réussi à négocier un accord de plaidoyer brutal avec le procureur. Ils ont évité de justesse une cellule de prison. Mais ils ont été placés en probation stricte de plusieurs années. De plus, le juge leur a ordonné de payer une restitution financière complète et immédiate. Entre les 40 000 $ de dommages matériels qu'ils avaient causés au plancher, mur et appareil, les frais de tribunal obligatoires, les frais de probation et les frais juridiques exorbitants pour leur propre défense. Leur responsabilité financière totale s'élevait à environ 60 000 $. Mes parents n'avaient pas 60 000 $ en argent liquide. Ils avaient vidé leurs économies de retraite et leurs fonds d'urgence des années plus tôt pour financer continuellement les échecs d'entreprises précédents de Nicole. Ils étaient complètement acculés dans un coin de leur propre création. Afin de satisfaire l'ordonnance du tribunal et d'éviter la prison, ils ont été forcés de mettre leur propre maison sur le marché. Ils ont dû vendre la même maison où, 5 ans plus tôt, mon père s'était tenu dans la salle à manger et m'avait arrogantement mis dehors. Ils ont vendu leur sanctuaire de toute une vie pour payer un crime violent qu'ils avaient commis en essayant activement de détruire le mien. L'ironie de la situation était si parfaite, si mathématiquement et poétiquement équilibrée qu'elle ressemblait à un modèle de justice karmique. Les nouvelles circulent incroyablement vite dans les vieilles villes de banlieue. Je n'ai pas eu à engager un enquêteur ou à chercher des informations. Des amis mutuels, d'anciens voisins et des parents éloignés ont pratiquement trébuché les uns sur les autres pour m'appeler et me fournir des mises à jour détaillées sur l'effondrement spectaculaire de ma famille. Après avoir payé le tribunal, les avocats corporatifs et la restitution, mes parents ont pris le petit montant pathétique d'équité restant de la vente forcée de leur maison. Et dans un acte final et ahurissant d'habilitation, ils ont remis cet argent restant directement à Nicole. Ils le lui ont donné pour l'aider à régler son procès civil pour fraude avec Apex Horizon Capital, essayant désespérément de la garder hors des tribunaux fédéraux. Même après qu'elle leur avait menti, les avait manipulés et avait indirectement causé la perte de leur maison. Ils ne pouvaient tout simplement pas arrêter de la traiter comme une victime. Aujourd'hui, la réalité de leur situation est sombre. Les quatre, ma mère, mon père, Nicole et Jason, vivent ensemble. Ils sont définitivement entassés dans un appartement locatif bon marché et mal entretenu de 2 chambres à coucher dans les périphéries industrielles de la ville. J'ai entendu d'un ancien voisin qui les a croisés dans une épicerie que la tension à l'intérieur d'eux. Ce petit appartement est absolument suffocante.
Nicole et Jason sont toujours au chômage. Refusent toujours d'avoir des emplois réguliers et se plaignent constamment de l'injustice de l'univers. Pendant ce temps, mes parents, qui devraient profiter de leur retraite, travaillent maintenant à des emplois épuisants au salaire minimum dans le commerce de détail à la fin de la soixantaine juste pour couvrir le loyer mensuel et les courses de base. Ils vivent au jour le jour, piégés dans une prison misérable construite entièrement à partir de leurs propres mauvaises décisions. Au cours des derniers mois, mon téléphone a intercepté une barrage de messages vocaux bloqués et mon dossier spam a collecté des dizaines de courriels filtrés. Ce sont tous des excuses désespérées. Ma mère pleure sur les messages vocaux, sa voix se brisant, disant qu'ils voient enfin la vérité maintenant qu'ils ont commis une terrible erreur impardonnable. Et qu'ils veulent juste que leur famille soit à nouveau réunie. Mon père laisse de longs messages vocaux pathétiques et décousus parlant de l'importance du pardon, d'avancer et de combien je leur manque. Je supprime chacun d'eux sans écouter jusqu'à la fin. Il n'y a absolument aucun moyen d'avancer avec des personnes qui voient fondamentalement votre existence comme une ligne de crédit. Ils ne sont pas sincèrement désolés pour ce qu'ils m'ont fait. Ils ne sont pas repentants d'avoir exigé ma maison ou d'avoir essayé de détruire ma vie. Ils sont seulement désolés que leurs actions les aient finalement rattrapés. Ils sont désolés que leur plan malveillant ait échoué. Plus important encore, ils sont désolés d'être maintenant pauvres. Je me tiens sur le vaste balcon de l'appartement en hauteur que je partage avec Olivia. La ville s'étend devant nous, un vaste réseau lumineux de lumière, d'ambition et de possibilités infinies. Nous finalisons actuellement le menu de traiteur et la liste des invités pour notre mariage le printemps prochain. Ma carrière à la firme prospère. Mes actifs financiers sont complètement sécurisés et mon esprit est entièrement en paix. Parfois, la société essaie de vous dire que le sang est plus épais que l'eau. Les gens insisteront sur le fait que vous devez pardonner à votre famille, aussi toxique soit-elle. Simplement parce qu'elle est la seule famille que vous aurez jamais. C'est un mensonge dangereux et manipulateur conçu pour garder les victimes attachées à jamais à leurs abuseurs. La vraie famille n'est pas déterminée par la génétique partagée. La vraie famille est construite sur une base de respect mutuel, de confiance inébranlable et de protection féroce du bien-être physique et mental de chacun. J'ai tracé une limite financière dure et intransigeante et elle a agi comme un miroir sans faille, reflétant le pire absolu de qui ils étaient vraiment. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai simplement tendu le grand livre final et ils se sont mis en faillite eux-mêmes.